bonjour, donc Yann Lapère, chef de projet au MEDES, Institut de médecine et physiologie spatiale, et on va vous présenter donc les travaux qu'on a réalisés dans le cadre de la mission Proxima de l'astronaute Thomas Pesquet. Donc le MEDES c'est un institut, un groupement d'intérêt économique, dont les deux principaux membres sont le CNES et les CHU de Toulouse, et qui a été créé en 1989. On a deux missions principales. La première, c'est développer et maintenir une compétence en médecine et physiologie spatiale. Et la seconde mission, c'est promouvoir les applications de la recherche spatiale dans le domaine de la santé. Donc, ce qui nous amène à avoir trois grandes activités. La première, c'est un support à l'exploration spatiale à travers des gens qui travaillent dans une équipe intégrée au CNES, le CADMOS, et qui sont en support aux équipes scientifiques qui proposent des expériences à bord d'ISS. La seconde, c'est la recherche clinique. Donc là, on a sur le site du CHU de Rangueil une clinique qui peut accueillir des expériences biomédicales, notamment la plus connue est le bed rest, c'est-à-dire un alitement de longue durée qui permet au corps de réagir physiologiquement comme s'il était en apesanteur. Et la dernière, c'est donc le secteur innovation, application e-santé, dans lequel on essaye d'utiliser les technologies du spatial dans le domaine de la santé. Je vais laisser Maurice présenter. Donc bonjour à tous, mon nom c'est Maurice Marnat, je travaille donc aussi au MEDES, mais moi je suis donc détaché au CNES et au CADMOS. Donc au CADMOS, c'est un centre opérationnel donc sur le site du CNES, l'Agence spatiale française, qui est dédié au support d'expériences scientifiques donc réalisées par les astronautes pendant leur mission. Donc comme vous devez le pressentir, l'environnement spatial a un impact sur la santé des astronautes. Les principales causes étant les radiations, le confinement et l'impesanteur. Alors après, quand on va dans le détail des choses, en fait, bon, je pense que vous, ça ne va pas vous surprendre, mais tous les systèmes physiologiques sont en fait intercorrélés et interliés. Ajoutez à ça une grande variabilité interpersonnelle et une faible cohorte, et ça fait un environnement de recherche assez particulier. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein. C'était juste comme ça pour donner une idée des différentes thématiques de recherche. Sachant que pour chacun de ces carrés, derrière, on va avoir une communauté scientifique spécialisée. Donc la mission Proxima, donc j'imagine que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. Donc c'est l'astronaute français Thomas Pesquet qui est parti donc de novembre 2016 à juin 2017. Le 2 juin, il a atterri au Kazakhstan. Donc c'est une mission européenne, donc portée par l'ESA, mais le CNES, donc l'Agence spatiale française, a eu un rôle particulier dans la préparation de cette mission. Il faut savoir que les astronautes à bord de l'ISS font un programme en fait international avec les différents partenaires de l'ISS. Donc un astronaute français, il va aussi faire des expériences japonaises, américaines, canadiennes, de la même façon que les astronautes japonais vont aussi faire des expériences françaises. Donc dans le cas de Proxima, le CNES a porté un certain nombre de projets qui étaient principalement autour de la thématique des démonstrateurs technologiques, et un certain nombre de ces projets, un grand nombre de ces projets ont été portés par MEDES, soit au sein du CADMOS, soit par l'intermédiaire du pôle application. Donc je vais parler plus particulièrement de deux expériences. Enfin, Yann va vous parler du projet Everywhere, donc sur lequel on a travaillé ensemble, et ensuite je vais vous parler du projet Perspective. Donc Everywhere, c'est un assistant dédié à la collecte de données médicales et physiologiques pour les astronautes, sous la forme d'une application tablette. Perspective, c'est une plateforme de réalité virtuelle dédiée à la recherche en neurosciences. Donc Everywhere. Donc comme l'a dit Maurice, l'idée c'était de proposer un assistant personnel numérique à l'astronaute dans le cadre de sa mission. Donc c'est un projet qui a été développé par le CNES et MEDES en collaboration et qui a été après de façon opérationnelle suivi par les équipes du CADMOS pendant le temps de la mission. Donc c'est un projet qui a fédéré un grand nombre de partenaires, donc on va le voir, que ce soit sur la réalisation des capteurs connectés, que sur le développement de l'application. Donc l'objectif, certaines des fonctionnalités portées par Everywhere préexistaient à Everywhere, mais l'idée c'était de fédérer et de concentrer toutes ces fonctionnalités au sein d'une seule application, en y apportant aussi une nouveauté à travers les capteurs connectés et l'utilisation de l'iPad. Donc le but premier, c'est la collecte de données scientifiques et la collecte de données physiologiques et médicales. Donc c'est une application iPad, donc l'iPad c'est un terminal qui est présent à bord de la station historiquement et qui est très apprécié par les équipages. Dans le kit Everywhere, on va aussi retrouver un ensemble de capteurs biomédicaux que je détaillerai ensuite.
Et l'idée première de cet outil, c'est d'améliorer la collecte de données en apportant une meilleure ergonomie qui permet d'économiser du temps d'équipage. Donc on s'est focalisé sur 6 grandes fonctionnalités. Le premier, c'est le suivi nutritionnel, donc un journal clinique et médical, un t-shirt connecté qui est porté dans les phases d'exercice par l'astronaute, le monitoring de l'onde de pouls qui est une expérience scientifique, le suivi de la qualité du sommeil, et enfin un support à une expérience d'analyse de la qualité de l'eau qui est Aquapad. Donc le suivi nutritionnel était déjà réalisé avant Everywhere, donc l'astronaute pendant 15 jours déclare ce qu'il consomme comme nourriture. Jusqu'à présent, c'était fait par des prises par un appareil photo numérique qui photographiait les restes de son repas, qui étaient transmis au sol par email et analysés au sol par les équipes de support. Donc l'idée d'Everywhere, c'est d'utiliser les capacités de la caméra qui est intégrée à l'iPad, de façon à ce qu'en scannant les barcodes, il puisse déclarer facilement sa prise alimentaire et qu'il ait un retour immédiat sur la quantité d'énergie qu'il a consommée, la quantité de graisse qu'il a consommée, et le positionner par rapport à des cibles qu'il a au préalablement établies avec son médecin. Alors, si on veut voir le gain, par exemple, par rapport à ce qu'il y avait avant, donc, il y a 15 jours de suivi nutritionnel qui sont prédéfinis avec l'astronaute. Dans le cadre de l'utilisation d'Everywhere, Thomas a à peu près collecté les données sur 80 jours. Donc une fois par semaine, l'astronaute a une conférence privée avec son crew surgeon, qui est son médecin dédié le temps de la mission, qui est en place à Cologne. Et l'idée d'Everywhere, c'était de permettre de collecter entre 2 conférences les événements qui peuvent produire. Donc les événements qui peuvent être la prise de médicaments, qui peuvent être la déclaration de symptômes, de façon à ce que le médecin ait en amont de la conférence un ensemble d'éléments qui lui permettent de la préparer. Donc le suivi de ces entraînements, donc régulièrement, l'astronaute maintient une activité physique. Et l'idée, c'était de proposer un vêtement intelligent qui permette de monitorer donc fréquence cardiaque et une dérivation ECG durant les phases d'exercice physique. Le monitoring de l'onde de pouls. Donc ça, c'est un projet scientifique qui est porté par le professeur Bouturi, et c'est un capteur qui a été développé par l'ESSIER, qui est une école d'ingénieurs sur Paris. Donc l'idée d'avoir un capteur qui permette de mesurer la vitesse de propagation de l'onde de pouls, qui est un indicateur critique de la santé cardiovasculaire. Donc c'est un outil qui est basé sur un capteur piézoélectrique connecté filairement à l'iPad. On a le sujet positionne le capteur sur sa carotide, il a la courbe qui s'affiche en temps réel sur l'iPad et décide d'enregistrer telle ou partie qui est ensuite analysée au sol. À bord, on a également monté un patch connecté, donc un patch qui est porté contre la peau, qui permet de mesurer la température cutanée et un indicateur d'activité basé sur un accéléromètre 3 axes. Et l'idée, à partir de ces 2 paramètres, donc l'astronaute le porte 48 heures, et l'idée, c'est qu'à partir de ces paramètres, de sortir un indicateur de la qualité du sommeil. Donc on comprend bien qu'on n'est pas dans un contexte comme on a l'habitude sur Terre, où on a une connexion permanente avec un serveur en arrière-plan qui nous permet de synchroniser les données. Là, on est dans un contexte très particulier sur ISS, où il n'y a pas de connexion permanente avec le sol, et où le paradigme d'échange de données entre le bord et le sol oblige à s'adapter. Donc notre iPad, périodiquement, dépose les données qui sont collectées sur un serveur qui est à bord d'ISS sous forme d'archives qui sont encryptées, avec une clé qui ne permettra de les décrypter qu'une fois arrivé au sol. Ensuite, périodiquement, toutes les 24 heures, ces données sont descendues par la NASA au sol, redistribuées aux équipes scientifiques qui sont intéressées, qui, elles, décryptent ces données et les analysent sous forme de documents Excel. Donc au sol, il y a une préparation, un entraînement qui est fait de l'astronaute à l'utilisation de l'outil. Il y a également des mesures qu'on appelle des mesures pré-vol qui sont faites, qui seront comparées avec les mesures faites en vol. Donc l'outil est utilisé pendant toute la période de Proxima. Et au retour sur Terre, on refait également une série de mesures post-vol afin d'avoir 3 points de comparaison. Après, juste peut-être pour finir sur Everywhere, donc Everywhere, c'était un démonstrateur technologique dans le cadre de Proxima. Ça a eu beaucoup de succès. Donc l'Agence spatiale européenne s'est engagée à continuer à utiliser Everywhere pour les prochains astronautes européens. Et du côté MEDES, en tout cas, il y a une volonté d'enrichir aussi ce projet avec de nouvelles fonctionnalités. Et d'ailleurs, pour ça, on est ouvert à discuter avec de potentiels partenaires. Perspective. Donc, c'est monter un casque de réalité virtuelle et plus généralement une plateforme de réalité virtuelle à bord de l'ISS.
En fait, dans l'espace, on utilise des systèmes de réalité virtuelle depuis très longtemps, parce que dans le cadre de la neuroscience, donc dans l'espace, la fonction, le système cognitif est impacté. Pour pouvoir analyser le système cognitif, le mieux c'est de pouvoir maîtriser les informations sensorielles rentrantes et quantifier les actions ou les réponses du sujet en sortie. Donc quelle est la meilleure façon de maîtriser l'information visuelle? C'est la réalité virtuelle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les nouvelles générations de casques qui donc sont disponibles sur le marché grand public, en l'occurrence ici l'Oculus Rift CV1. Donc on l'a packagé pour le vol spatial. On a dû faire pas mal d'adaptations parce que c'est des technologies déjà qui ne sont pas complètement ouvertes et en plus de ça qui utilisent un certain nombre de choses qui sur Terre sont naturelles comme la gravité, le champ magnétique qui sont des choses qu'on perd du coup dans l'ISS. Donc là, bon, il y a des petits détails sur les performances de l'outil. Bon, une contrainte aussi pour nous, c'est qu'on ne pouvait pas requalifier depuis zéro un ordinateur, parce que prouver qu'un ordinateur portable est sûr pour être utilisé dans l'ISS, c'est un process assez long, coûteux et compliqué. Donc en fait, on s'est basé sur les ordinateurs qui sont qualifiés par l'eau, par la NASA. Vous voyez ici les spécifications. C'est pas particulièrement idéal, notamment au niveau de la carte graphique, et pour des raisons assez obscures, en tout cas pour moi, la NASA a décidé non plus de ne pas utiliser le lecteur SSD qui est traditionnellement utilisé pour faire tourner l'operating system, et donc on a tout qui fonctionne sur des disques traditionnels. Donc l'expérience, donc le projet s'appelait Perspective, il a permis de réaliser plusieurs expériences. Dans le cadre de Proxima, l'expérience GRASP. Donc, vous voyez ici Thomas dans les mesures pré-vol. Donc l'expérience GRASP, elle se focalise sur l'intégration sensorimotrice. Donc en fait, on va voir comment la gravité joue un rôle pour mettre en relation une information visuelle et une information haptique ou kinesthétique. Voilà. Donc ça, c'était sur Terre et là, c'est en vol. Donc, vous voyez, dans le Columbus, c'est un laboratoire assez... Là encore, il a été rangé, mais ça peut paraître un petit peu chargé. Donc voilà, en deux configurations, une configuration assise et ici une configuration qu'on appelle quasi-free floating, donc où le sujet perd vraiment la perception de où est le haut, où est le bas, sans plus avoir de contact avec un support. Donc les applications de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour le vol habité, il y a pas mal de choses qui sautent un peu aux yeux. Donc c'est une thématique émergente qui cherche encore parfois des use cases. Donc nous, une des premières utilisations, bien sûr, c'est la recherche scientifique. Voilà. Mais il y a de nombreux autres usages, notamment de la réalité augmentée, support aux tâches opérationnelles. Donc vous voyez ici... sur votre droite, Luca Parmitano, donc astronaute italien, qui s'entraîne donc sur un démonstrateur technologique utilisant les HoloLens. Là, c'est dans le cadre d'un entraînement dans une base sous-marine en Floride. En fait, c'est une alternative à l'image que vous voyez à gauche, qui est la façon dont aujourd'hui les astronautes travaillent, c'est-à-dire toujours faire des allers-retours avec un ordinateur, qui est l'endroit où on visualise les procédures. Donc aussi du côté européen, des initiatives qui ont été faites donc, avec les Google Glass. Vous voyez ici l'astronaute Andreas Mogensen lors de sa mission de courte durée. Donc vous voyez à l'entraînement et ensuite pendant sa mission sur la photo de droite. Et la réalité augmentée et la réalité virtuelle également, on support aux entraînements parce qu'en fait au sol c'est difficile d'avoir un environnement intégré où on voit tous les équipements. En fait les équipements on les voit un par un. On a des modèles CAO, mais c'est pas forcément facile de s'immerger dans une image comme ça. Et donc l'astronaute, après, il se retrouve en orbite. Et l'équipement qu'on voyait ici au fond de la pièce, dans une pièce toute blanche, et il faut le percevoir dans un environnement un peu plus chargé. Voilà. On peut également utiliser donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle, surtout virtuelle, pour faire des entraînements aussi en orbite, chose qui pour l'instant n'est pas fait de façon régulière. On fait l'entraînement au sol et après une fois que l'astronaute est en orbite, on considère qu'il se rappelle tout ce qu'il a appris pendant les 2 ans précédant sa mission.
Et ensuite, après, il y a forcément des applications sur les interactions homme-machine. C'est des opérations complexes, souvent critiques. Là, on voit ici l'amarrage d'une capsule SpaceX. Donc, en fait, la capsule s'approche de la station et ensuite, donc, les astronautes à bord de la station utilisent un bras robotisé pour capturer le véhicule et pour l'amener à son port d'attache. Tout ça se passe à 28 000 km/h au-dessus de nos têtes. Donc, c'est particulièrement critique. Et dans les scénarios d'exploration lointaine où on aurait éventuellement des astronautes en orbite autour de Mars avec un rover téléopéré directement sur Mars, voilà le type d'utilisation, un outil de réalité augmentée ou de réalité virtuelle en support à ces activités est sans doute une valeur ajoutée importante. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à continuer à suivre la mission Proxima sur les réseaux sociaux et l'actualité de MEDES également.